communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les décideurs de l'emploi. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, vous êtes en direct sur Décideur TV et MyTF1 News et nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fabrice Vert, directeur exécutif chez Michael Page, cabinet de recrutement de cadres confirmés, et Gaëtan de Sainte-Marie, président de PME Centrale, centrale d'achat fédérant 4000 TPE, PME et ETI. Messieurs, bonjour. 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 Alors, messieurs, il semblerait que l'heure est au Small is Beautiful, cher à Friedrich Ernst Schumacher, cet économiste britannique d'origine allemande qui publiait en 1973, lors du premier choc pétrolier, un ouvrage qui mettait en avant la décentralisation et sa foi dans l'autosuffisance communautaire. Alors, sans aller jusque-là, nos économies industrialisées misent plus que jamais sur leurs entrepreneurs pour relancer l'économie. Et même en France, où le lourd héritage de la monarchie absolue et de l'État jacobin centralisateur, nos gouvernements parient sur l'entrepreneur pour être le pourvoyeur des emplois de demain. Alors oui, ça c'est un fait, mais est-ce que les PME offrent de belles opportunités de carrière? C'est le thème de ce décideur de l'emploi. Fabrice Vert, je me tourne d'abord vers vous. Vous recrutez au sein de Michael Page aussi bien pour des grands groupes que pour des PME. Quels sont les avantages à travailler dans une PME? Je vous propose qu'on commence par les PME, puisque c'est le sujet du jour. Donc l'idée, c'est de mettre effectivement les points forts et ce qui va pouvoir attirer les candidats pour rejoindre ce type d'entreprise. Donc tout d'abord, des postes avec beaucoup d'autonomie et de polyvalence. On est sur des fonctions avec des contours qui restent somme toute assez flous, donc beaucoup de liberté et beaucoup de transversalité au niveau des fonctions. Une capacité à prendre assez rapidement des responsabilités, peut-être contrairement à un grand groupe où les postes seront peut-être plus encadrés et plus normés. Une capacité à être placé au cœur du système, avoir le sentiment que chaque action que l'on peut mener peut influencer sur la qualité du travail et les résultats de la PME. C'est aussi une grande proximité avec les dirigeants d'entreprise. Mon patron me connaît et moi je connais mon patron. Et puis également une exposition, une visibilité extrêmement forte. Donc la capacité à se faire repérer, se faire remarquer et peut-être aller vers des évolutions un petit peu plus rapides que dans les grands groupes. Alors après, il y a aussi plein de points attractifs au niveau des grands groupes, bien entendu. Donc déjà, la dimension internationale de ces grands groupes, qui aujourd'hui est un élément important pour les candidats. La capacité à créer un parcours d'intégration et à former les candidats qui rejoindraient ces grands groupes, contrairement peut-être aux PME où la mise dans le bain est peut-être un petit peu plus rapide. La notion de package salarial et matériel, forcément. Alors on aura l'occasion en effet je ne développe pas, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas c'est un élément aussi important. Peut-être une lisibilité aussi dans les évolutions avec des notions de pépinière, avec des notions de parcours d'évolution type. Et puis la satisfaction aussi de travailler pour des marques qui sont connues et reconnues du grand public avec une belle visibilité. Alors justement, Gaëtan de Sainte-Marie, vous avez bien commencé votre carrière dans une grande boîte, chez Feu, le groupe Péchinet. Je dis Feu parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est devenu un actif de l'entreprise anglo-australienne Rio Tinto. Pour quelles raisons vous avez finalement fait le choix de la PME ? Parce que je pense que ça correspondait à mes caractéristiques propres. J'ai réalisé que dans un grand groupe, effectivement, j'étais un peu noyé dans la masse et que moi, pour m'épanouir, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur où on va ensemble. Et finalement, ça permet, en allant dans une PME, de revenir à l'étymologie du mot entreprise. Entreprise, c'est entreprendre ensemble. Et dans une PME, on arrive à entreprendre ensemble parce qu'effectivement, comme le disait mon voisin, il y a une proximité avec l'équipe dirigeante et puis on participe à la stratégie, on voit la stratégie de l'entreprise, on voit où on va, il y a un sens. Et donc le fait d'avoir du sens
ce qu'on fait tous les jours, ça donne plus envie, et on a encore plus envie de s'impliquer, de travailler. Alors, chez Péchinet, par exemple, vous n'aviez pas l'impression, en effet, de participer à la stratégie de l'entreprise? Non, je ne participe pas à la stratégie de l'entreprise. J'étais un pion à un endroit. Alors j'étais très heureux parce que en plus j'étais dans des conditions extraordinaires puisque ça s'est passé en Australie. Donc je ne vais surtout pas rejeter cette belle expérience. Mais clairement, j'ai senti que pour ma vie professionnelle, c'était pas là que je m'épanouirais le plus et qu'il fallait que je tente plutôt le pari de l'entrepreneuriat et de l'entreprise et de la PME. Alors Fabrice Vert, vous parliez de rémunération. Cela me permet de rebondir sur une question d'un internaute. Comme vous le savez, en effet, chez Décideur TV, nous donnons la parole aux internautes. Alex demande quel salaire à l'entrée dans une PME pour un jeune diplômé? Fabrice Vert. Question piège d'entrée. Merci de l'avoir posé. Bon, déjà, si on peut faire finalement un parallèle entre les rémunérations dans les grands groupes et les PME, dans les grands groupes, on est sur des grilles de rémunération qui sont bien établies, avec une marge de manœuvre qui est extrêmement faible, avec aussi beaucoup d'avantages qui vont venir s'ajouter à ce salaire-là. En général, dans un grand groupe, en effet, on peut compter sur une évolution annuelle, oui, une augmentation de l'ordre de quel... Cette année, on sera aux alentours des 2%, en sachant qu'il y a quand même une disparité assez forte au niveau des augmentations, puisqu'on va vraiment vers l'individualisation des augmentations. Donc ça sera 2% en moyenne. Par contre, ça peut être du 0 et ça peut être du 10 pour les éléments qu'on a envie de conserver et qu'on a envie de valoriser. Et dans une PME alors? Dans une PME, il n'y a pas de grille. Donc l'avantage, c'est que le patron peut tout faire, peut tout se permettre. Alors pas tout, parce que deux personnes qui travaillent dans le même bureau auront rapidement connaissance de la rémunération du voisin. Mais en tout cas, il y a une marge de manœuvre et une attitude de négociation qui est beaucoup plus forte que dans les grands groupes. C'est aussi un des intérêts des PME. Donc c'est compliqué de parler de salaire d'embauche pour quelqu'un qui a fait une école de commerce ou une école d'ingénieur. Ça va être plus ou moins 35 000 € de brut. Et puis après, c'est à modérer en fonction des contextes. Alors justement, sur la PME, vous disiez les marges de négociation sont plus importantes. Vous disiez en comparaison en général, les augmentations annuelles sont de l'ordre de 2-3% dans un grand groupe. Dans une PME, on peut espérer être augmenté de quel pourcentage? C'est le patron qui tient la caisse, donc en fait, globalement, il n'y a pas de limite. Il y a forcément des limites, il y a des limites à tout. Ce que j'expliquais, c'est que les salaires des employés, les gens échangent des informations concernant les rémunérations, donc le patron ne peut pas faire n'importe quoi, sinon ce serait un risque et une possibilité de déstabilisation du service ou d'une entreprise. Mais en tout cas, je pense qu'un patron de PME, s'il a envie de bien récompenser quelqu'un qui a obtenu des résultats, qui a fait avancer l'entreprise, il a une marge de manœuvre qui est peut-être un petit peu plus grande. Gaëtan de Sainte-Marie, un commentaire peut-être là-dessus? Ce qui est important dans une PME, ça va être plus effectivement les qualités que la personne va mettre en œuvre dans l'entreprise et moins ses études ou son origine. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai aujourd'hui une responsable du développement qui est rentrée dans l'entreprise il y a 10 ans et qui est rentrée avec un BTS dans le tourisme, sachant que mon entreprise PME Centrale, c'est une centrale d'achat de PME, donc ça n'avait absolument rien à voir en termes de métier, mais petit à petit, elle a progressé dans cette entreprise parce qu'elle a des qualités exceptionnelles dans son job. Donc forcément, son salaire évolue en fonction. Alors, le salaire, néanmoins, ça n'est pas seulement, la rémunération, ça n'est pas seulement le salaire, il y a un package de rémunération. Et là, messieurs, je crois qu'on peut dire que le grand groupe a quand même l'avantage sur la PME, parce la PME ne peut pas proposer, par exemple, participation, intéressement, et j'en passe. Oui, alors, effectivement, dans les grands groupes, la dimension intéressement, participation peut atteindre 2-3 mois de salaire. Donc, ça crée un différentiel assez important avec les PME. Et puis, il y a aussi tout ce qui est avantage matériel avec des CE plutôt bienveillants, des conciergeries parfois au sein de très grosses structures. Donc, il y a un confort peut-être qui n'existe pas au niveau des PME. En revanche, on constate quand même de plus en plus que dans les entreprises, c'est le cas chez PME Centrale et c'est le cas dans un certain nombre de nos 4000 PME adhérentes, les entreprises ont mis en place des plans d'intéressement et de participation. Il y a quand même de plus en plus cette prise de conscience et cette mise en place de tous les outils qui permettent à des collaborateurs d'avoir un niveau de vie plus élevé. Et puis surtout, ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que les entreprises ont compris qu'en ayant la capacité à s'organiser avec d'autres, elles s'ouvraient de nouvelles portes. Je vous donne un exemple très concret. Chez PME Centrale, on a un service qui s'appelle PME CE et qui permet à nos 4000 PME adhérentes d'offrir à leurs salariés les mêmes services
que ces salariés pourraient avoir dans un grand groupe avec le CE du grand groupe. Donc voilà, c'est des nouvelles formes d'organisation entre PME qui permettent du coup de mieux valoriser les emplois dans les entreprises. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que finalement, quelque part, en fait, l'avenir de la PME est de s'unir avec eh bien, ces autres PME? Mais est-ce que c'est facile à faire ça, Gaëtan de Sainte-Marie? Est-ce qu'on est prêt à partager eh bien, un certain nombre d'activités avec ses collaborateurs, enfin avec ses co-entreprises? Ouais. Alors, oui, c'est l'avenir, j'en suis fortement persuadé. L'exemple de PME Centrale en est un exemple. Non, c'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, s'allier avec des concurrents, des confrères, d'autres chefs d'entreprise, ça demande un certain nombre de discussions et de se retrouver sur des points fondamentaux comme les valeurs de l'entreprise, par exemple. En revanche, je suis convaincu qu'aujourd'hui, où en France, on se plaint souvent du fait qu'on n'a pas assez d'ETI, on n'a pas assez d'entreprises très structurées comme en Allemagne, c'est sans doute pour les TPE, les PME et aussi pour les ETI, une façon de continuer à se structurer tout en restant indépendant pour le chef d'entreprise et en se regroupant ensemble avec d'autres, d'aller par exemple vendre ensemble ou acheter ensemble ou communiquer ensemble ou peut-être s'occuper un peu plus de ses salariés ensemble à travers des exemples comme le CE. Pour moi, je me demande même si on n'a pas trouvé un nouveau modèle, parce qu'on constate qu'en France, ça se développe énormément, ce système de collaboration entre PME. Est-ce qu'on n'aurait pas inventé un nouveau modèle qui serait les ETI partenariales à la française? Et alors, en termes d'emploi, parce qu'on est dans une émission sur l'emploi, évidemment, est-ce que ça ouvre de nouvelles opportunités? Michel demande, y a-t-il de bonnes perspectives de carrière en PME? Et oui, parce que souvent, on a l'impression que les grands groupes, c'est dans les grands groupes qu'on va pouvoir effectivement faire carrière. Est-ce que c'est le cas dans une PME, Fabrice Vert? Bien sûr que c'est le cas. Après, on essaie toujours d'opposer les grands groupes et les PME. Est-ce qu'il y a un chemin idéal pour faire carrière? Peut-être qu'effectivement, commencer en grand groupe peut être une bonne idée pour prolonger finalement tout ce qu'on a pu connaître lorsqu'on était étudiant, une capacité à être accompagné, à être encadré, à être formé. Donc quelque part prolonger un peu le cycle étudiant, restant un peu dans un cocon tout en démarrant sa vie active. Et puis à un moment, je pense qu'on a envie de s'exposer un petit peu plus, de prendre un petit peu plus de responsabilité, de rejoindre une équipe de dirigeants. Et là, pour le coup, les PME offrent des perspectives de prise de responsabilité et de décision qui sont extrêmement fortes. Zlatan demande, le plus valorisant sur un CV, c'est d'avoir travaillé dans une grosse société ou une PME? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à cette question-là. L'idéal, c'est peut-être une PME adossée à un grand groupe. Mais non, ce qui est important, c'est peut-être de ne pas rester trop longtemps dans l'un ou l'autre lorsqu'on démarre sa carrière. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a 10 ans de grand groupe ou 10 ans de PME, on a rapidement une étiquette collée dans le dos et le changement devient un petit peu plus difficile. Je crois que les patrons de PME apprécient des candidats qui viendraient de grands groupes parce qu'ils sont structurés, ils ont été formés, donc ils vont pouvoir amener de la méthodologie et des choses très positives. Il sera aussi inquiet peut-être de leur intégration dans la structure et de l'autonomie et de la réactivité dont ils pourraient faire preuve. Et un patron de PME est très content aussi dans les grands groupes, on est très content d'intégrer les gens qui viennent de PME parce qu'il y a de l'autonomie, il y a de la polyvalence, il y a de l'esprit d'initiative. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir, au bout de quelques années dans une PME, se faire et se fondre à nouveau dans un cadre précis, structuré. Voilà, donc les gens vont apprécier ça de manière très différente, mais voilà, je ne sais pas s'il y a une bonne formule. En tout cas, attention, on commence au bout de 10 ans à avoir des réflexes qui sont compliqués à faire disparaître. On va demander tout de suite du coup à Gaëtan de Sainte-Marie. Vous avez connu le grand groupe. Est-ce que, première question, ça vous a aidé lorsque vous êtes passé du côté de la PME? Vous avez effectivement eu des ressources supplémentaires et quelle a été la perception de vos collaborateurs par rapport à votre origine grand groupe? Est-ce que ça m'a aidé? Oui, parce que c'est dans le grand groupe que j'ai trouvé mon idée de création d'entreprise. L'idée de PME Centrale, je l'ai attrapée, on va dire, chez Péchinet. Donc oui, ça m'a aidé. Après, je suis resté que 2 ans dans cette entreprise, donc je n'ai pas, entre guillemets, été marqué trop longtemps. C'est parfois d'ailleurs un défaut en tant que dirigeant d'entreprise. J'ai quasiment jamais été salarié ou très peu de temps, donc je n'ai pas toujours toutes les connaissances du salarié d'entreprise. Mais je crois qu'un des points fondamentaux pour le parcours ou la carrière d'une personne dans une PME, c'est le côté apprentissage. Dans une PME, on fait. On est dans l'action. Et quand on fait, on apprend de ce qu'on fait. Et donc du coup, on progresse en permanence. Lorsqu'on est dans un job avec des missions plus répétitives, où on est
plutôt en train de toujours refaire un petit peu toujours la même chose, on apprend moins et donc on évolue moins. Donc je pense que dans une PME, le fait de pouvoir faire régulièrement et de pouvoir tester régulièrement sur le terrain des choses permet d'apprendre et donc de progresser plus vite. Fabrice Vert, un commentaire là-dessus? Oui, c'est effectivement, on apprend en faisant. Après, c'est vraiment une question de tempérament et de capacité aussi, lorsqu'on sort de l'école, lorsqu'on commence à avoir un petit peu d'expérience, à vraiment clarifier ce qu'on a envie de faire, clarifier ses aptitudes, clarifier son mode de fonctionnement, déterminer ses ambitions et ses envies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable de s'orienter vers l'une ou l'autre des structures. Et alors, quid de la mobilité internationale? Est-ce qu'on peut effectivement avoir des opportunités à l'étranger dans une PME? Fabrice Vert. Je pense que là, avantage aux grands groupes. Les PME travaillent dans un environnement international, c'est clair. Après, est-ce qu'à travers la PME, on peut aller s'expatrier? Alors, il y a toujours des PME qui vont ouvrir des filiales à l'international, à l'étranger, donc tout est possible. Après, j'ai envie de dire, de prime abord, avantage aux grands groupes avec des structures un petit peu partout dans le monde et puis voilà, un parcours d'intégration qui oblige aussi les candidats à aller s'expatrier pendant quelques années pour pouvoir revenir et prétendre à des postes avec plus de responsabilités. Gaëtan de Sainte-Marie? Oui, c'est sûr que sur l'international, c'est forcément plus compliqué pour une PME. Je pense que là aussi, un des axes, une des pistes de solution, c'est l'alliance entre entreprises. On voit des entreprises qui se regroupent pour embaucher ensemble une personne qui va partir dans tel ou tel pays et qui va développer dans ce pays le business de ces entreprises. Mais c'est bien entendu un avantage fort pour les grands groupes sur l'international. Oui. Alors, messieurs, je crois qu'on a balayé quand même un certain nombre d'avantages et peut-être d'inconvénients à travailler dans une PME, mais la question qu'il faut que nous nous posions maintenant, c'est est-ce que les PME recrutent? Nous allons nous poser cette question dans notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Alors, Xerfi, l'Institut d'études économiques, a publié une nouvelle étude ce mois-ci et qui démontre qu'en effet, les PME recrutent puisqu'ils ont dévoilé un top 500 des entreprises les plus créatrices d'emplois nets. L'emploi net, c'est-à-dire qu'en effet, quand on crée des emplois, on peut en détruire. Et bien là, c'est lorsque la création d'emplois l'emporte sur la destruction et 63% du top 100 de ces entreprises créatrices d'emplois nets sont des ETI. Vous, chacun dans vos univers différents, chez Michael Page, pour vous, Fabrice Vert, et chez PME Centrale, Gaëtan de Sainte-Marie, est-ce que vous ressentez cette tendance? Je démarre. Allez-y. Ce qu'on ressent, c'est que oui, d'abord, il faut rappeler qu'en France, l'essentiel des emplois se situe dans les PME. Donc c'est, on va dire, logique. Et l'essentiel de la création d'emplois se situe également dans les PME. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, bien entendu, on va dire que l'activité économique n'est pas extraordinaire en France, c'est pas un scoop, mais on voit bien que les PME, en général, s'en sortent quand même assez bien parce qu'elles sont innovantes, elles vont chercher des nouveaux marchés, elles sont à l'écoute de ce qui se passe sur leur marché, et donc elles sont toujours à la recherche de nouveaux talents pour permettre d'aller exploiter ces marchés et les développer. Je n'ai pas d'éléments statistiques chez les adhérents de PME Centrale, mais ce que je constate, c'est que ce n'est pas tellement une question de secteur d'activité. On a des entreprises dans le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, les services. Donc ce n'est pas tellement ça qui fait la différence entre les entreprises qui recrutent ou pas. Ce sont plutôt effectivement des entreprises où les dirigeants sont extrêmement engagés, avec une stratégie très claire. Et finalement, pour un candidat, le moyen d'aller trouver ces entreprises qui se développent et qui embauchent, il faut se mettre en veille, il faut être malin, il faut écouter ce qui se passe aussi sur le marché, comme si on était déjà un professionnel en situation, et aller, par exemple, lire le journal, regarder des émissions de télé pour voir des entreprises qui communiquent, parce que ça veut dire qu'elles se développent, et donc après, aller essayer de trouver des opportunités dans ces entreprises-là. Fabrice Vert, est-ce que vous avez néanmoins, vous, peut-être un panorama transversal sur les secteurs qui recrutent le plus, les métiers qui recrutent le plus, toujours évidemment au plan des PME? En complément de ce que vient de dire Gaëtan, depuis 2009 et depuis la crise de 2009, les organigrammes se sont vraiment asséchés au niveau des PME. On a optimisé les ressources et globalement, comme le disait très justement Gaëtan, ce sont des sociétés qui sont innovantes, qui se développent. Donc à partir du moment où il y a un nouveau marché, à partir du moment où il y a un départ, à partir du moment où on a besoin de créer des postes, elles n'ont pas le choix. Les PME n'ont pas le choix, elles sont obligées de recruter, sinon on ne peut pas gérer le business de manière correcte. Donc
C'est vrai que nous, on constate depuis 2009, et c'est beaucoup vrai en région, puisqu'en région, il y a aussi un tissu de PME qui est extrêmement fort, ce sont des entreprises qui recrutent, parce que ça... Alors, d'un point de vue régional, justement, est-ce que vous avez... quelles sont les régions qui recrutent le plus ? On a Toulouse, avec un bassin aéronautique. Je crois que l'aéronautique a recruté 13 000 personnes l'année dernière, donc ça reste quand même un fleuron important. On a le Grand Ouest qui jouit toujours d'une attractivité intéressante. Après, en termes de secteur d'activité, donc l'aéronautique, on en parlait, il y a tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est énergie, tout ce qui est environnement. Et puis un retour des industries un peu plus traditionnelles, type métallurgie par exemple, qui aujourd'hui est en phase de recrutement. Après, on a forcément l'informatique qui tient bien son épingle du jeu. Et puis les transports logistiques qui reviennent aussi sur le devant de la scène. C'est compliqué en immobilier et en construction parce que voilà, aujourd'hui c'est un secteur qui est un peu en souffrance, mais on espère va repartir prochainement. Donc voilà, au niveau industriel, voilà les secteurs qui nous tirent plutôt vers l'avant. Et alors sur quel type de poste? Voilà, les PME sont gourmandes de quoi? De commerciaux, d'ingénieurs? Des ingénieurs en études, en production, et puis depuis septembre 2013, un retour sur le devant de la scène des commerciaux. Alors les commerciaux, on en recrute toujours. Si c'est compliqué, il en faut pour développer le business. Si c'est bon, il en faut pour prendre des parts de marché. Donc les commerciaux traversent le temps avec peut-être un peu plus de facilité que d'autres fonctions. Mais c'est vrai que depuis septembre 2013, on est sur une augmentation du volume de recrutement de commerciaux qui est très sensible. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi pour le marché de l'emploi. Alors pourtant, parfois les PME ont du mal à trouver la bonne compétence au bon endroit. Comment vous expliquez cela, peut-être Gaëtan de Sainte-Marie? Si je l'expliquais, ce serait bien. Est-ce qu'il y a un désamour des jeunes diplômés pour les PME? Est-ce que je crois pas forcément. Un manque de visibilité? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, l'image de l'entreprise auprès notamment des jeunes étudiants n'est pas toujours très bonne. L'image du dirigeant en France, le dirigeant d'entreprise est souvent même très mauvaise, même si on s'est peut-être amélioré depuis quelques années. Donc il faut refaire rêver avec l'entreprise. Et effectivement, parfois je suis assez étonné quand on diffuse des offres d'emploi de voir des réponses qui sont finalement des réponses très ternes. Nous, dans une PME, on ne cherche pas à embaucher des gens ternes, on ne cherche pas à embaucher des robots, on va embaucher des gens qui viennent avec leur qualité individuelle, leur intelligence individuelle, qui sont prêts. Alors justement, je me permets de vous interrompre. Xavier vous demande, voilà, quelles sont les qualités requises pour travailler dans une PME? Eh bien, venez avec ce que vous êtes comme homme ou comme femme. C'est-à-dire, venez avec vos tripes. C'est comme chez McDonald's, alors. Venez comme vous êtes. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais venez avec vos tripes. Venez avec votre envie. C'est avant tout ça qui nous intéresse dans une PME. Bien sûr, il faut avoir un certain nombre de compétences professionnelles et c'est extrêmement important. Mais ce qui fera la différence entre deux candidats lors d'un recrutement, c'est clairement l'envie de se mettre, de travailler avec une équipe. Dans une PME, l'esprit d'équipe, il est excessivement important. S'il y en a un qui manque dans l'équipe, ça pénalise tout le monde parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux. Donc c'est cette qualité d'abord d'être ce que j'appelle des vrais gens dans l'entreprise, c'est-à-dire d'oser d'être soi dans l'entreprise et de pas, quand on passe la porte d'entreprise, se transformer en quelqu'un un peu sur le recul, mais vraiment de s'exprimer. C'est ça qu'il nous faut dans nos boîtes. Fabrice Vert, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire? Oui, je suis d'accord. Après, si on doit mettre en avant quelques qualités, souplesse, flexibilité, polyvalence, on en a parlé, mais il faut être souple et flexible, parce que voilà, c'est pas aussi normé, c'est pas aussi cadré, et on peut avoir quelques surprises. Il faut être capable de faire le grand écart assez régulièrement et très souvent dans la journée. Curieux, je pense qu'il faut être curieux, aller chercher l'information, une capacité à la communiquer aussi. Ça, c'est peut-être une qualité extrêmement importante pour réussir. Et puis, il faut être responsable et avoir envie de prendre des risques et d'être exposé, parce qu'en PME, on ne peut pas se cacher derrière quelqu'un si on fait une bêtise ou si on n'est pas au rendez-vous. Voilà, on est rapidement identifié et visible. Écoutez, messieurs, vous m'avez convaincu. Je souhaite travailler dans une PME. Voilà, mais maintenant, j'attends vos conseils. C'est l'heure des conseils aux candidats et on commence par les 3 conseils CV. Gaëtan de Sainte-Marie, voilà, quels sont vos 3 conseils CV pour quelqu'un qui veut travailler dans une PME? Alors, en lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'est mettez en valeur l'homme ou la femme que vous êtes dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Faites-nous comprendre que vous avez des tripes et que vous avez envie de travailler. Deuxièmement, je dirais, osez prendre des risques.
allez voir des entreprises qui n'ont pas forcément communiqué sur le fait qu'elles embauchaient, mais par contre vous voyez qu'elles se développent, etc. etc. Et je pense que ça c'est un excellent moyen d'aller trouver des opportunités un peu cachées. Et puis le troisième point… Alors par quel moyen justement à ce moment-là il faut contacter l'entreprise? C'est être en éveil. Ah bah après ça peut être, je connais même des gens qui vont jusqu'à faire le pied de grue à la sortie de l'entreprise, ça peut aller jusque là. Mais prendre des risques, c'est ça, c'est se donner les moyens. Je veux dire, si vous avez un échec, si vous attendez le patron de la boîte et puis qu'il vous renvoie dans vos 22, bah, c'est pas très grave. Vous aurez juste une expérience supplémentaire qui vous servira le coup d'après. Donc, faut pas hésiter à se mettre vraiment en mouvement. C'est comme ça que souvent on provoque les meilleures opportunités. Et puis peut-être le troisième conseil, c'est utiliser votre réseau. Et ça, c'est vraiment un point en France où notamment les étudiants ou les jeunes professionnels sont un peu peur. En France, on parle du piston. Et les gens disent j'ai pas envie d'être pistonné, etc., etc. Il faut arrêter de parler de piston. Un piston, c'est votre premier réseau. C'est normal que quand vous êtes un jeune diplômé où vous démarrez sur le marché de l'emploi, que vous n'ayez pas un réseau extraordinaire, c'est tout à fait logique. Donc il faut utiliser votre réseau, et votre réseau, c'est votre famille, c'est vos amis, et c'est eux qui vont pouvoir vous donner les premiers contacts. C'est peut-être pas à travers eux que vous allez trouver votre premier job, mais c'est à travers eux que vous allez rencontrer une personne qui elle-même va vous indiquer une autre personne, et à travers ce système de rebond, finalement, vous allez peut-être trouver votre entreprise grâce à ça. Donc le réseau, et arrêtons de parler de piston. Le message est passé. Fabrice Vert, vos conseils CV? Alors, un premier conseil, c'est clarté et concision. Il faut savoir que le recruteur va passer moins d'une minute sur un CV. Donc il faut qu'il ait très rapidement les informations clés. Alors un CV, ça ne sert pas à signer tout de suite un contrat de travail, ça sert à décrocher un entretien. Donc il faut tout de suite éveiller la curiosité des recruteurs et puis garder aussi des bonnes nouvelles pour l'entretien en ne divulguant pas toutes les informations. Et ensuite, c'est avoir plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation. On voit trop de choses standards et finalement assez banales. Chaque annonce, chaque recrutement est différent. Donc être capable de faire du sur-mesure, tant en termes de fond qu'en termes de forme et de terminologie. C'est aussi ça qui va accrocher l'intérêt des recruteurs. Et puis trouver un bon équilibre entre le troisième, ce serait trouver un bon équilibre entre le CV et la lettre de motivation. On ne peut pas tout dire sur un CV, par contre la lettre de motivation doit coller aussi parfaitement aux attentes du recruteur, sur des éléments qui peuvent être des détails, mais sur un intérêt tout particulier pour une région qui n'est pas forcément la région la plus attractive au départ sur l'annonce, peut-être un délai de disponibilité, enfin voilà, qu'on soit vraiment extrêmement précis et extrêmement carré sur le contenu de la lettre de motivation. Bien, merci beaucoup. On va passer maintenant au conseil entretien. Fabrice Vert, on commence par vous cette fois-ci. Et quels sont vos 3 conseils entretien? Alors le premier ira vers les jeunes diplômés. J'en vois quand même quelques-uns. L'entretien, c'est un exercice difficile. Donc ça se prépare. Et je vois trop aujourd'hui de jeunes diplômés arriver un peu la fleur au fusil, parce que peut-être mal préparés dans les écoles, qu'elles soient de commerce, d'ingénieur, université. Mais il faut prendre du temps, déjà pour faire un bilan sur soi-même, pour bien comprendre ce qu'on a envie de faire, quels sont nos points forts et peut-être nos actes de progrès. Donc c'est rédiger quelque chose. Un entretien, ça se passe toujours de la même manière. Vous aurez toujours 15-20 minutes pour présenter votre parcours. Donc seront jugées aussi vos capacités à structurer un discours et à présenter l'information. Donc pas hésiter aussi à faire des simulations avec des proches, avec des frères, des sœurs, des parents, et puis s'entraîner, parce que si le premier entretien c'est le poste de votre vie, il ne faut pas le rater. On n'a pas l'occasion de s'entraîner sur cet entretien-là. Un deuxième conseil, c'est toujours rédiger une petite synthèse d'entretien à l'issue d'un entretien. C'est quelque chose de très apprécié par les recruteurs, qui déjà remercient. Qu'on envoie du coup on envoie derrière effectivement aux recruteurs, donc c'est pour le remercier déjà de l'avoir reçu. Et puis faire une petite synthèse de ce qui a été retenu, de ce qui a été compris. C'est quelque chose qui fait souvent la différence et qui est très apprécié. Et puis le dernier, pour faire un lien aussi avec les PME, c'est bien se renseigner sur les entreprises avant d'aller rencontrer quelqu'un. Alors c'est très facile pour les grands groupes parce qu'il y a une visibilité, une notoriété sur le marché qui est très forte. Par contre, comment on fait justement sur les PME, il y a aujourd'hui Internet qui est quand même un outil exceptionnel. Il y a aussi beaucoup de PME qui ont investi, qui ont développé des sites Internet qui sont extrêmement bien faits. Donc se renseigner sur l'activité, sur les résultats, sur les bilans, sur la personnalité des dirigeants. Parce qu'un dirigeant de PME sera toujours très content de voir qu'un candidat a passé beaucoup de temps à chercher des informations, et puis ça flattera un peu son ego. C'est aussi son bébé, la PME, donc entendre du bien d'une structure qu'on a montée, c'est toujours agréable. Gaëtan de Sainte-Marie. Oui, alors je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit là. Je pourrais peut-être rajouter
le fait de poser des questions pendant un entretien. Je suis toujours assez surpris de gens qui se disent très intéressés par le job ou par l'entreprise et puis qui finalement ne posent pas de questions. Alors ok, ils sont peut-être très bien renseignés en amont, mais quand on a la chance d'être dans l'entreprise, c'est le moment de poser tout un tas de questions. Donc poser des questions et puis essayer aussi, et c'est finalement aujourd'hui assez facile avec les réseaux sociaux, de trouver aussi peut-être des liens avec des gens déjà dans l'entreprise parce que ça permet d'avoir des informations sur l'entreprise. Et aujourd'hui avec tous les différents réseaux sociaux, je peux faire de la pub, c'est plutôt assez facile. Et puis le jour J, effectivement, essayez d'être vous-même, de vous exprimer. Et ça, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de s'entraîner. Je suis parfaitement d'accord, il faut s'entraîner. Vous répétez avec votre meilleur ami, avec votre père ou votre mère, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et le fait d'avoir répété, ça vous permet d'être plus naturel le jour J. Très bien, mais écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, de votre éclairage d'experts sur cette question des opportunités de carrière dans les PME. La semaine prochaine, je recevrai Elena Fourès, coach en développement du leadership chez Idem Père Idem, et qui est spécialisée plus spécialement dans le leadership féminin. Donc, nous lui poserons cette question, comment survivre quand on est une femme au sommet des entreprises. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.